Le fils d'Agatha Moudio chapitre 6. Le roi Salomon déposa le dernier parpaing au pied de l'oranger et alla se laver les mains dans l'eau sale contenue dans la moitié d'un tonneau maladroitement scié. Ma Médie rentrait de sa plantation, accompagnée de Fanny. Toutes les deux étaient très fatiguées. Une journée entière de travail, sous le chaud soleil de ce mois de décembre, ce n'était pas particulièrement amusant. Fanny était en train d'apprendre auprès de ma mère son futur métier de maîtresse de maison. Je ne la voyais pas souvent, car je continuais à aller à la pêche en haute mer et à fréquenter Agatha, quand elle le voulait bien. Car à présent que j'étais marié aux yeux de tout le monde, Agatha ne se mettait plus à ma disposition comme autrefois. Ceci, c'est une autre histoire, à laquelle il sera toujours temps de revenir plus tard. Ma mère vit un énorme tas de parpaings au pied de l'oranger. Elle faillit ne rien dire au roi Salomon. Elle respectait beaucoup cet homme qui avait aidé son fils à éviter la honte de prendre une compagne à la célébrité peu souhaitable. Elle faillit donc ne rien dire, croyez-moi. Mais ce tas de parpaings, là au pied de l'oranger, c'était la mort de l'arbre à brève échéance. Ces parpaings de ciment avaient déjà desséché 2 orangers dans le village, et ma Médie ne tenait pas à ce que cet arbre-ci, que j'avais autrefois planté moi-même, subît le même sort. C'est pourquoi elle parla. Salomon, tu recommences à poser tes briques au pied de cet oranger. Tu sais que le ciment est mortel pour ces arbres-là, et tu le fais encore ici. Tu ne veux pas que nous ayons seulement un fruit mûr pendant les grandes chaleurs? Femme, répondit aussitôt le roi, tu te trompes de 2 façons. Tout d'abord, ce ne sont pas mes briques, comme tu le dis si bien. Car tu sais que je suis aussi pauvre que toi, et que par conséquent je ne pourrai jamais acheter de ciment pour faire des parpaings. Tu sais que c'est Gros Cœur qui m'a donné ce travail à faire. Tu te trompes encore quand tu m'accuses de vouloir dessécher ton oranger. Le ciel ne m'a pas donné des mains pour détruire, mais pour construire. Ne m'appelez-vous pas, dans ce village, le roi bâtisseur? Tu vois donc? Je te dis que toute cette affaire regarde, comme avec un seul œil, Gros Cœur, qui veut à tout prix terminer bientôt la construction de sa maison en dur point. Ma Médie admira la sage réponse du roi. Mais elle se dit que l'affaire n'allait pas en rester là. Elle irait voir, elle-même, l'oncle Gros Cœur, dès que celui-ci rentrerait de son travail. Oui, j'irai le voir ce soir, dans sa maison en dur, promit ma mère avec dans la voix un accent de jus de citron. Puis elle déposa son fagot de bois mort, et entra chez elle pour préparer le repas du soir. Cela faisait quelque temps que Fanny était chez nous. Il s'était passé maints faits divers, que je ne vais pas vous raconter ici, pour la simple raison que la plupart d'entre eux étaient sans aucun rapport avec la petite histoire de ma vie privée. Mais revenons à la fin de la journée du roi Salomon. Le roi se lava les mains. Le ciment en disparut, mais la noirceur de la peau du revers, ainsi que la blancheur de la paume, persistèrent, malgré le bout de savon de Marseille. Puis le roi essuya la sueur de son front à l'aide d'un mouchoir sale. La journée était terminée. Il reprit sa veste kaki, très usée, qui sentait le soleil humide. Le roi passa un bras et sentit quelque chose de frais à l'intérieur. Effrayé, il jeta sa veste au loin d'un mouvement brusque et s'essuya machinalement la main qu'il avait tenté de passer par la manche. Une grenouille trouva son chemin à travers le labyrinthe des plis de la veste et fit un saut à l'extérieur. Le roi sourit en poussant un soupir de soulagement. Ce n'était pas un serpent, comme il l'avait tout d'abord cru, ce n'était qu'une grenouille incapable de mordre. Comme j'ai eu peur, s'avoua le roi à lui-même. Décidément, cette veste m'apportera plus d'une histoire à raconter. Salomon, le roi bâtisseur de maisons, savait aussi construire des histoires de toutes sortes, parfois de toutes pièces, interprétation incomparable garantie, même quand il n'y avait pas eu de grenouille dans la manche de sa veste kaki. Déjà, la petite bête avait disparu dans l'herbe molle de la cour, et déjà, elle avait considérablement grandi dans le frais souvenir de Salomon. Il n'avait jamais vu de grenouille plus grosse auparavant. Et puis alors, il fallait voir comme elle s'était montrée agressive. Peut-être n'était-ce pas là, d'ailleurs une grenouille toute simple. On voyait tant de choses étranges dans notre petit village. Le roi trouva aussitôt une enveloppe solide et impressionnante à cette histoire banale d'une grenouille qui s'était abritée du soleil dans la manche de sa veste, lorsque Dicky vint à passer par là. « Bonsoir, roi. Comment vas-tu? »« Oh, laisse-moi, Dicky, si tu savais ce qui vient de m'arriver. »« Oh, laisse-moi. Mais, tu me parais tourmenté, toi. Qu'est-ce qui se passe? » « Dicky, crois-moi, mon père a certainement vécu plus longtemps que moi,
mais je t'assure que moi, j'ai vu bien plus de choses que lui. Oui, oui, bien plus de choses extraordinaires. Mais, dis-moi au moins ce qui se passe. Oh, c'est quelque chose d'étrange, dit Ki. Comment puis-je raconter tout ce qui vient de m'arriver? Écoute-moi, et réponds-moi. As-tu jamais vu une grenouille? Une grenouille? Oui, une grenouille. Ô roi Salomon, je ne sais pas lire, je ne suis pas allé à l'école, je ne parle pas français, comme Gros Cœur ou comme Ekeke, mais tout de même, permets-moi de te dire que je sais ce que c'est qu'une grenouille. Quelle question! Non, ne te fâche pas, dit Ki, je ne te demande pas cela pour te vexer. Je voudrais seulement m'assurer que je n'ai pas rêvé tout à l'heure. Dis-moi, à quoi une grenouille ressemble-t-elle? À quoi? À quoi? Mais, à rien, à une autre grenouille. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Pourquoi suis-je si bête? Et tu crois, dit Ki, que c'est froid, une grenouille? Froid, comme une autre grenouille. Je te dis qu'elles se ressemblent toutes. Mais, dis-moi, as-tu jamais vu une grenouille qui s'allonge? Qui s'allonge? Et qui change de tête? Qui change de tête? Que dis-tu, roi Salomon? Et qui s'apprête à dire, je suis la grenouille d'un tel, tu es fou, roi Salomon, tu es fou, roi Salomon, tu es fou. Que racontes-tu là? Oui, parfaitement, c'est ce que je viens de voir. Et tu sais, ce n'est pas le roi Salomon qui t'inventerait un mensonge de cette grosseur. Et même, je pourrais, si tu y tenais, te dire à qui appartient cette grenouille. Dit qui eut comme le vertige. Il comprenait à peine ce que disait Salomon, qui continua. Tu vois ma veste, dit qui, je te demande si tu vois ma veste? Dit qui était de plus en plus sidéré. Le soir tombait. L'heure du fantastique et du magique approchait, encore hâté sous cet oranger par l'étrange histoire du roi. Tu vois ma veste? Tu vois, c'est de cette veste que la grenouille dont je te parle est sortie. Or, regarde donc autour de toi. Il n'y a rien ici qui puisse faire croire qu'une grenouille viendrait habiter aussi loin de la rivière. De plus, l'herbe est rase, et s'il y avait une grenouille avant l'événement que je te raconte, je l'aurais sûrement vue, et je l'aurais empêché de se faufiler dans ma veste. Or, tout à l'heure, je viens prendre ma veste, et voilà que je sens quelque chose de froid à l'intérieur. Je rejette ma veste par terre, et que vois-je sortir d'une manche? Une grenouille? Oui, une grenouille, mais une de celles que je ne te souhaiterais jamais de rencontrer une seule fois dans ta vie. Une grosse grenouille toute noire, qui se tourne vers moi en sortant de ma veste, s'arrête, me regarde fixement, et se met à s'allonger, tout en changeant de tête. Et à la fin, elle a tellement changé, que son visage a tous les traits d'un véritable visage d'homme, un visage que toi et moi connaissons bien. Et c'est alors que la grenouille ouvre la bouche pour me dire à qui elle appartient. Mais je te dis que c'était inutile, car à son visage, on pouvait tout de suite le deviner. On n'a jamais vu pareille ressemblance. Et qu'a-t-elle dit? Rien. Et à qui appartient-elle donc? Allons, dis qui, je te dis que ce n'était pas une grenouille de l'espèce que l'on voit couramment, je te dis en plus qu'elle ressemblait à quelqu'un que nous connaissons bien, toi et moi, et tu me demandes encore à qui elle appartient? Une grenouille sorcière, personne ne peut se permettre d'en avoir une ici, personne d'autre que notre frère Gros Cœur. Si tu l'appelles encore ton frère, cela te regarde. Mais moi, après ce qu'il nous a fait, je ne le considère plus comme un frère. On n'agit pas de la sorte uniquement parce qu'on veut construire une maison en dur. Qu'est-ce que c'est, après tout, qu'une maison en dur? Et tu sais, dit qui, il me fait travailler à la construction de sa maison, de la même manière qu'un blanc me ferait travailler. Il me tue de travail pour presque rien. Et chaque soir, dès qu'il rentre de son bureau, il vient vérifier ce que j'ai fait dans la journée, comme s'il n'avait pas confiance en moi. Vraiment, le fait d'avoir un emploi stable à la ville lui a retourné la tête. Tu me diras que tout cela, c'est son affaire. Mais vois donc ce qu'il nous a fait, ce terrain immense qu'il a vendu et qui ne lui appartenait pas, vois-tu cela? Et il dépense seul tout l'argent qu'il en a retiré. Je te dis, conclut Salomon, qu'il a une grenouille sorcière qui lui ressemble à tel point qu'il aura du mal à le renier. Si tu racontes mon étrange aventure à quelqu'un, n'oublie pas d'ajouter que la grenouille a parlé, elle-même, pour se réclamer de Gros Cœur. Ces grenouilles sorcières, il faut leur reconnaître toutes les facultés qui en font des animaux surnaturels. Inutile de préciser que tout ceci faisait partie du contexte d'une campagne de dénigrement ouverte depuis quelques jours contre mon oncle Gros Cœur. Il ne pouvait en être autrement. Mon oncle, cet homme sachant lire et écrire, et qui ne pensait qu'à vivre à la manière des Européens, avait déjà auparavant déclenché un certain nombre de réactions parmi les habitants de notre village. Jamais, toutefois,
il n'avait encore réussi à unir contre sa personne une coalition comparable à celle d'aujourd'hui. Car ses ennemis sortaient cette fois-ci des limites même de notre village, ils se comptaient jusque dans les villages voisins, et notamment dans celui d'Agatha Moudio, où le père de celle-ci proférait 1000 jurons contre cet Européen de chez nous qui avait oublié de blanchir et qui vendait la terre de ses aïeux sans demander l'avis de ses compatriotes. C'était là, en effet, le dernier numéro du répertoire para-européen de l'oncle Gros-Cœur. À la limite du village d'Agatha et d'une autre, se trouvait un terrain dont personne, jusque-là, n'avait trouvé opportun de réclamer la propriété. Or, voilà qu'un jour, un commerçant syrien, confiant dans l'avenir commercial de ce terrain, vint voir les habitants du village pour leur demander de le lui vendre. Et l'oncle Gros-Cœur, que nous avions surnommé Gros-Cœur à cause de son amour des grandeurs, sans rien expliquer à personne, avait seul négocié avec le Syrien, et lui avait vendu le terrain, sans autre forme de procès. Le genre de choses à ne pas faire si l'on ne tient pas à déclencher le courroux des habitants d'un village. Ce n'est pas qu'on refuse obstinément de vendre la terre, je me demande du reste ce qui resterait de terre aux gens de chez nous s'ils réussissaient à tout vendre à l'étranger venu de Syrie ou d'ailleurs, mais on aime bien voir tout le village au courant des transactions. Et surtout, on ne veut pas voir un seul individu dépenser, pour lui tout seul, tout l'argent résultant de la vente d'un terrain petit ou grand. Et parce que l'oncle Gros-Cœur avait manqué de respect aux siens, tout le monde lui en voulait de s'être enrichi du bien commun, et de le dépenser exclusivement pour son usage personnel. Après tout, ce n'était pas parce que l'oncle Gros-Cœur savait lire et écrire et parler aux étrangers qu'il lui était permis de négliger ses frères. Il n'avait pas agi en frère, et l'on se préparait à lui faire comprendre, d'une manière ou d'une autre, que dans ce village qu'il avait volontairement tenu pour quantité négligeable, il ne pouvait plus se vanter d'avoir des frères. Vous avez entendu tout à l'heure, lorsque ma mère a fait remarquer à Salomon que ses parpaings allaient faire dessécher son oranger. Je te dis que toute cette affaire regarde, comme avec un seul œil, Gros-Cœur qui veut terminer au plus tôt la construction de sa maison en dur, avait conclu le roi Salomon. Et Mamédie avait promis sur un ton aigre qu'elle irait voir cet oncle Gros-Cœur qui ne se contentait pas seulement de construire des maisons en dur avec l'argent de la communauté, mais encore voulait faire dépérir un arbre sans lequel nous ne pourrions lutter contre la soif par les temps chauds. Quant à l'histoire de la grenouille sorcière de Gros-Cœur, elle connut aussitôt un succès foudroyant. Vous savez qu'en fait d'agent de propagande, il n'existait pas chez nous mieux qualifié que Dicky. Et l'émotion dans laquelle cette terrible histoire le plongeait ne pouvait qu'en accélérer la diffusion. Celle-ci se fit rapidement, de bouche à oreille, et dès le lendemain, tous les villages des alentours surent que l'oncle Gros-Cœur possédait une grenouille sorcière. Le fait est que personne ne savait à quoi une grenouille sorcière pouvait bien ressembler, pour la simple raison que seul le roi Salomon en avait vu une. Or vous savez comme moi que celle qu'il avait vue sortir de sa veste n'était pas différente des grenouilles que vous et moi connaissons, qu'elles soient sorcières ou non. N'empêche que chacun pouvait maintenant décrire avec précision cette grenouille de l'oncle Gros-Cœur, la plus terrifiante de toutes les grenouilles d'ici-bas. Quelques 9 jours après l'étrange aventure dont le roi Salomon avait été l'unique témoin, Dicky, celui-là qui s'était chargé de colporter la nouvelle, Dicky mourait dans sa maison sans que personne pût jamais dire de quelle maladie il était mort. Vous rencontrez parfois des hommes et des femmes qui vous disent, très sûrs d'eux-mêmes, que la sorcellerie n'existe pas, que ce sont des histoires à dormir debout, et je ne sais plus quels autres blasphèmes. Nous n'avons pas, chez nous, ce mot que l'on utilise dans d'autres langues pour expliquer l'inexplicable concomitance de certains faits. La coïncidence n'existe point chez nous, et personne n'y croit. Il faut avouer, du reste, que dans le contexte de notre petit village, la mort de Dicky, juste après qu'il avait dévoilé le secret d'un sorcier, était une chose difficile à classer parmi les coïncidences d'ici-bas. Ce hasard nous donna beaucoup à réfléchir, mais en était-il vraiment besoin? Non, chacun de nous pensa, presque automatiquement, que l'homme qui avait supprimé Dicky, le seul qui eût pu faire cela pour une raison précise, c'était l'oncle Gros-Cœur. C'en était trop cette fois-ci. La colère des gens de chez nous atteignit son paroxysme et un matin, ils assiégèrent mon oncle chez lui, pour l'empêcher d'aller à son travail. Il y avait une foule d'hommes, aussi bien de chez nous que des villages voisins. Tu n'iras pas à ton travail aujourd'hui, Cœur. Tu nous dois des explications, et c'est nous-mêmes qui allons faire justice, s'il le faut. C'était effrayant, une telle visite matinale. Parce Dicky était mort? Et si ce n'était pas l'oncle Gros-Cœur qui avait emmené son âme dans le monde impénétrable des sorciers? S'il était mort de sa belle mort, simplement parce que la ville avait assez vu, et que le monde d'au-delà le réclamait? Autant de questions que vous me posez, et auxquelles je me dois de vous répondre que chez nous, il n'arrive jamais de mort naturelle. C'est toujours un sorcier qui a fait le coup. Et cette fois-ci, il n'y avait pas d'erreur possible. C'était l'oncle Gros-Cœur qui avait supprimé Dicky. Je n'ai rien fait, je vous le répète. Ce n'est pas moi qui l'ai tué. Il m'était si cher, il pleurait, que je n'aurais jamais songé à faire pareille chose, même si j'en avais eu le pouvoir.
Tu vas peut-être nous faire croire que tu n'en as pas le pouvoir? Et la mère Mondo, qui l'a liquidé, n'est-ce pas toi? Non, non, je n'ai pas fait cela. La mère Mondo, pensez donc à tout ce qu'elle a fait pour moi. Je ne me serais jamais permis de faire cela. Elle est morte sans même me dire adieu, pauvre mère Mondo. Ce n'est pas moi qui l'ai tuée, croyez-moi. Tout ce que la mère Mondo avait fait pour lui. Quel argument! Vous savez que dans cet infernal domaine de la sorcellerie, les sorciers ne liquident précisément que les personnes qui leur sont les plus chères. C'est la loi du milieu. Tout ce que la mère Mondo avait fait pour lui. Décidément, tu nous prends pour des imbéciles, cœur, oui, tu nous prends pour des imbéciles. Alors, les hommes se mirent à défiler devant lui, dans la vaste pièce où ils se trouvaient réunis, et chacun de prononcer sa sentence. Tu as fait disparaître beaucoup trop de gens d'ici, dit le chef Mbaka. Tu mérites que ta dernière heure sonne à son tour. Prenez-moi cet homme et emmenez-le dehors, ordonna-t-il aux autres. L'oncle Gros-Cœur protesta, il tenta de se défendre, mais il fut quand même emmené dehors. Les hommes demandèrent aux femmes et aux enfants de s'éloigner, car le spectacle qui allait se dérouler n'était pas pour eux. D'ailleurs, les femmes n'avaient rien à faire dans tout cela. Elles n'avaient qu'à aller pleurer Dicky, dont le corps reposait encore dans sa maison. On se rendit sous un grand arbre, sur la place du village. Là, on fit asseoir l'oncle Gros-Cœur sur une pierre plate. On lui posa sur la tête une planche en bois dur d'environ 1 mètre de long. Et l'on se mit à poser sur la planche des pierres, de grosses pierres de plus en plus lourdes, tandis que 2 hommes assuraient l'équilibre de la planche en la maintenant fermement sur la tête de mon oncle. Et chaque fois qu'une nouvelle pierre était ajoutée sur la planche, Mpondo les debout s'avançait et demandait à l'oncle Gros-Cœur. Dis-nous vite, si tu ne veux pas mourir, c'est bien toi l'assassin, n'est-ce pas? L'homme ne répondait pas. Et aussitôt, une nouvelle pierre était ajoutée, plus lourde que la précédente. Le cou de mon oncle devait être d'une facture spéciale, car il résista longtemps au supplice. Mais tante Adèle savait qu'il ne pourrait pas résister indéfiniment. Elle refusa d'aller pleurer Dicky ainsi que l'avait ordonné le chef Mbaka. Elle s'enfuit en courant vers la ville, en disant à haute voix qu'elle ne remettrait plus jamais les pieds chez nous, tant que l'on n'aurait pas puni les hommes qui martyrisèrent son mari. Et le supplice continuait. On crut chez nous que tante Adèle s'était enfuie pour toujours, que l'on n'entendrait plus parler d'elle. Tant s'en faut, elle arriva à la ville, trouva le lieu de travail de son mari, et là, elle fit tout ce qu'elle put pour expliquer au patron de l'oncle Gros-Cœur qu'on était en train de tuer celui-ci. Aussitôt, l'homme, qui s'était déjà inquiété de ne pas voir mon oncle arriver au travail bien qu'il fût déjà 10 heures du matin, téléphona au commissaire de police, monsieur Dubout. Vous vous souvenez de cet homme qui était venu me faire arrêter un jour, parce que j'avais réclamé de l'argent pour le sel de la communauté. Dès qu'il sut ce qui se passait, il prit son espèce de panier à la salade, et débarqua chez nous 1 heure après, sans nous avoir prévenu de son arrivée. Le spectacle sous l'arbre continuait. Je me demande comment l'oncle Gros-Cœur n'était pas encore mort. Vraiment, par moments, son incroyable résistance physique me donne sérieusement à croire qu'il devait posséder quelques pouvoirs magiques, sinon du genre dont on l'accusait, du moins d'un genre plus inoffensif, plus protecteur pour lui-même. En un clin d'œil, des gendarmes encerclèrent la place, et l'on passa des menottes aussitôt à tous les hommes présents. On avait commencé, bien entendu, par défaire l'oncle Gros-Cœur de son lourd fardeau de pierre point. Les autres hommes, menottes au poignet, furent invités à monter dans le fourgon cellulaire. La plupart des anciens de notre village y étaient, le chef Mbaka en tête, puisque c'était lui qui avait dirigé les opérations. Oui, ils y étaient, presque tous. Et si je vous dis le nom d'un seul d'entre eux qui ne figura point parmi les prisonniers, vous allez me dire que je suis un menteur. Et pourtant c'est vrai, le promoteur de toute cette affaire, le seul homme de chez nous qui eut jamais l'occasion de rencontrer la fameuse grenouille sorcière, celui-là dont l'imagination alla jusqu'à faire croire que cette grenouille avait la tête de l'oncle Gros-Cœur. Oui, je vous dis, le roi Salomon ne fut point emmené avec les autres au cours de cette rafale. Car ce jour-là, son extraordinaire sagesse l'avait rendu malade, très malade, et il avait dû s'enfermer chez lui pendant que se déroulait l'ignoble spectacle auquel vous venez d'assister. Les autres furent jugés. Aucun d'eux ne fut convaincu d'avoir mal agi, car ils ne concevaient guère qu'un de leurs frères se permît d'exterminer la communauté impunément. Le juge européen qui les interrogea faillit devenir fou en apprenant cette histoire de grenouille sorcière. Ils n'ont pas ça chez eux, devait m'expliquer plus tard le roi Salomon. Le juge les condamna à 4 ans de prison ferme et décida qu'ils iraient purger leur peine dans le nord du pays, à Mokolo. C'est ainsi qu'ils y allèrent presque tous, les vieux de chez nous ainsi que des hommes des villages voisins, parmi lesquels je me dois de signaler, en particulier, le père d'Agatha Moudio.